Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders. Vous le savez, c'est le tribunal de l'actualité. 5e et dernière convocation de la semaine. Une occasion pour jeter un regard critique sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Vous savez que cette émission est également disponible sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le juge Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Coupe d'Afrique des Nations 2021, les étalons ont engrangé hier leur première victoire de la compétition. C'était lors de la deuxième sortie face aux requins bleus du Cap-Vert. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, nous allons parler football, notamment avec la messe du football africain qui bat présentement son plein au Cameroun. Et pour décrypter cette actualité, nous avons deux personnes, en tout cas très averties des questions sportives. Jean-Modeste Ouedraogo, bonjour. Bonjour Khaled, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Watt FM et Truth TV. Alors vous êtes en compagnie de Claude Ramba, en tout cas un visage très connu des téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour à Monsieur le juge et puis bonjour aux téléspectateurs de la Truth TV et aux auditeurs de Watt FM. Alors vous connaissez très bien le principe de cette émission, l'échange avec le juge Vaha, ça sera après les avant-propos. Le doyen des juges, vous avez la parole pour votre avant-propos. Oui, merci Président. Comme nous avons, on va dire, un sujet dur avec deux invités, on va aller vite. J'aurai juste un avant-propos assez court. C'est concernant les sanctions prises par la CEDEAO. Il y a un gros débat qui se fait sur les questions de légalité. Bon, la légitimité, ça c'est sur un autre terrain. Mais quand on lit bien ce qu'on a comme texte additif au niveau de la CEDEAO, vous lisez les différents articles. Je pense que c'est assez clair quand même que ces sanctions-là sont légales. C'est-à-dire fermeture des frontières, quand vous regardez le gel de certains avoirs et tout ça, c'est prévu déjà dans ce qu'on a comme texte. Et c'est bien dit, c'est actes additionnels. Pour ceux qui veulent rechercher, ils cherchent dans les actes additionnels portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Et quand vous allez regarder dans le détail, vous allez retrouver toutes les parties qui concourent à dire que c'est quand même un acte légal. Maintenant, j'ai dit ça, c'est un débat qui, au regard du texte, ne devrait pas peut-être perdurer, mais sur la question de la légitimité des sanctions qui ont été prises, ça, on peut épiloguer. Moi, mon avis, il est très clair. La CEDEAO est allée très loin et ne devrait pas faire cela parce qu'on sait que derrière, il y a une question d'intérêt qui souvent dépasse même nos États. Il ne faut pas s'aligner derrière des pressions outre mesure. Merci, juge Vaha, pour ce propos introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission à la télé et ainsi à la radio qui nous permettent en tout cas d'être en direct et en simultané sur les médias leaders du lundi au vendredi. Claude Ramba et Jean-Modeste Ouedraogo sont à la barre ce matin. Avec eux, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations et la grosse information concernant cette actualité, c'est la victoire des étalons. Vous l'avez suivi, les poulains de Kambo Malo l'ont remporté face au Cap-Vert par le score de 1-0. Alors, Claude Ramba, ça a été un match très difficile, un score étriqué, mais une victoire importante pour la suite de la compétition. Je pense que pour ce match-là, c'était la victoire qui était le leitmotiv. Il fallait gagner à tout prix, quelle que soit la manière. Il ne faut pas forcément être beau, parce que c'est ça aussi la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, quand vous regardez, toutes les équipes travaillent pour gagner. Et quand on travaille pour gagner, ça veut dire qu'on est plus tactique, on doit beaucoup plus calculer. Et évidemment,
si vous êtes taillé, ou en tout cas vous préparez pour aller très loin dans la compétition, il va sans dire que pour le moment on ne lâche pas les chevaux. Il faut déjà assurer la qualification, et la vraie Coupe d'Afrique va commencer à partir des éliminations, des matchs à élimination directe. En ce moment il n'y a plus de calcul, ça se joue sur un match à coup près. Mais là déjà il faut calculer parce qu'il y a encore un troisième match. Il faut gérer les efforts pour pouvoir se qualifier. Donc les étalons n'ont certes pas été beaux, mais ils ont été efficaces, c'est ce qu'on leur demandait. 1-0, c'est bon à prendre, ça fait une victoire et ça fait 3 points. Et donc le dernier match, il faudra bien le négocier. Avec un match nul, déjà, les étalons peuvent s'ouvrir les portes des huitièmes de finale. Donc c'était le match le plus important du groupe pour les étalons. C'était un match à ne pas se louper. Il y avait également la pression, puis il y avait quelques absences. Malgré cette adversité quand même, on a vu les poulains de Kamou Malo qui ont fait le boulot, qui ont fait l'essentiel. Je dirais minimum syndical, mais qui est bon à prendre. Alors, la victoire était au rendez-vous, mais pour la manière, il faudra attendre encore. Jean-Modeste Ouedraogo, qu'est-ce qui peut expliquer cette deuxième mi-temps assez difficile des poulets de Kamou Malo? Manque de fraîcheur physique, l'enjeu qui a pris le dessus. Quelle explication? Bon, je pense que au niveau de l'équipe de Kamou Malo, lorsqu'on a regardé le match, on se rend compte que c'est une équipe qui a marqué à la 39e. Après, dans les têtes, je pense qu'il y avait une question de gestion. Ils avaient envie de gérer le match, ne pas aller à la bordelle tout de suite. Parce que, comme on le dit chaque fois, la force de l'équipe de Burkina, c'est avoir un bloc médian un peu au milieu. La défense remonte juste un peu. Et puis le jeu se passe au milieu. Et lorsqu'on récupère les balles, on va vite. En 2 touches de balle dans les transitions, ça va très vite. Et c'est comme ça que le Burkina possède. Quand vous regardez un peu ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, effectivement, on a eu quelques occasions, on n'a pas pu concrétiser, mais dans le jeu aussi, il y avait beaucoup à redire parce qu'il y avait trop d'espace aussi concédé à l'adversaire et ça a failli créer pas mal de problèmes. Et je crois que dans les têtes, c'est pas encore clair. Et je pense que le projet de jeu et puis le plan de jeu mis en place n'est pas encore maîtrisé par les uns et les autres. Et ça s'explique aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu une année dans l'écurie et ils viennent d'arriver, pour d'autres c'est 6 mois, donc la mayonnaise n'a pas encore pris, il n'y a pas d'osmose dans cette équipe et je crois que c'est petit à petit qu'ils vont finir par retrouver toutes ces qualités-là. D'accord, juge pas de question de généralité, on est directement dans le vif du sujet. C'est vrai que quand on regarde le match d'hier, on est déjà content de prendre les 3 points, c'est ce qui était en tout cas visé. Maintenant, vous posez le problème de la manière. Bon, on a des journalistes sportifs, c'est eux qui ont le regard plus aiguisé que le nôtre. Moi, je regarde le premier match. Et le deuxième match, il y a un dénominateur commun, c'est l'engagement des étalons du début à la fin du match. Ça, c'est Ignac qu'on a demandé parfois et qu'on n'a pas eu. Jusqu'à présent, en tout cas, on l'a. Quand je regarde le premier match, je dis on a concédé une défaite parce que les 2 buts viennent d'erreurs qui sont les nôtres et non de novices, mais de cadres de l'équipe. Ça, c'est un point. Quand on regarde le deuxième match d'hier, par exemple, par moment, on aurait pu se laisser surprendre. Alors que c'était un match qu'on contrôlait. Et puis, moi, il y a quelque chose aussi qui m'a fait peur. C'est cette question de plusieurs touches. C'est dit, il y a des moments où on s'est dit, il va lâcher le ballon. Il y a des alternatives à côté, mais il ne lâche pas le ballon jusqu'à se faire reprendre. Et puis, il y avait des passes en arrière qui nous mettaient en difficulté. Ça a agacé beaucoup. Moi, j'ai regardé le match avec beaucoup donc, nous n'êtes pas des puristes. Quand vous regardez sur les 2 matchs, qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce que c'est là, si on veut aller loin à la CAN, c'est là où on est. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Bon, je crois que ce que le juge va dire est tout à fait juste parce que lorsqu'on veut aller effectivement loin, il faut vraiment mieux s'organiser. Et lorsqu'on regarde le match d'hier, effectivement, on a des problèmes. Quand je dis voilà, c'est inclusif. On a des problèmes au niveau de la relance. La relance est un gros problème pour les étalons parce que lorsqu'on a le ballon, le souci c'est de ressortir proprement le ballon. Ça passe par le gardien Hervé Kofi qui remet à Dayo ou
Edmond qui cherche tout de suite quelqu'un à côté. Alors, ce qui se passe, c'est que les milieux de terrain, que sont Blaté Touré et bien entendu Adama Guira ou Gustavo Sangaré, devraient en principe décrocher pour venir chercher les ballons et remonter. Malheureusement, à ce niveau, ils ont du mal parce que lorsqu'ils décrochent, ils ne sont pas vraiment bien démarqués et ce qui est un gros problème. Maintenant, après, Edmond Tapsoba qui a une qualité aussi de relance longue, il prend un peu l'espace, il essaie d'avancer et par moment lui-même se charge d'envoyer les ballons au niveau donc de l'attaque. C'est vrai, ça peut être une solution, mais la bonne solution, c'est de passer par toutes les lignes, en fait des transitions par ligne, c'est-à-dire de la défense, on passe au milieu, du milieu, on passe par les couloirs, et puis des couloirs maintenant, on retrouve l'attaque. Ça peut être des solutions. On a des problèmes à ce niveau, et ça, c'est vraiment clair et net. Et je crois que ce qu'on a pu voir hier, on n'a pas vu une grosse équipe des Étalons. D'ailleurs, il y a longtemps qu'on n'a pas vu une grosse équipe des Étalons, parce que les Étalons sont en reconstruction, ça aussi il faut le dire, avec des jeunes joueurs qui sont arrivés. Il y a des anciens, le juge Val a dit, effectivement, il y a un garçon comme Dayo, et voilà, il a beaucoup de matchs dans ses jambes. Il a joué la CAN 2015, la CAN 2017, donc maintenant la CAN 2021, ça fait 3 CAN, ça fait beaucoup de matchs quand même. Et je crois que quand on regarde un peu, c'est une équipe où on n'a pas envie de miser une pièce parce que ça peut aller dans tous les sens à tout moment. Voilà. Et je crois que ce qu'on a pu voir, c'est que c'est, comme Claude l'a dit, c'est l'équipe en rodage. L'équipe en rodage, et pour le moment, ce sont les phases de poule. Il faut utiliser les matchs des phases de poule pour roder l'équipe. Ne pas chercher forcément à bien jouer, mais déjà se qualifier pour le prochain tour. Et là, pour les matchs coupérés, je pense qu'en ce moment, on va chercher et la manière et la victoire. D'accord. Alors, oui, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Voilà. Et toutes les équipes, on les voit jouer. Voilà, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'à les séances vidéo, il y a forcément des circuits préférentiels pour sortir le ballon. Comme il a dit, c'est-à-dire, vous prenez, si c'est le gardien qui vient à Dayo qui est milieu, qui décroche, qui prend le ballon, en ce moment, les gens ils regardent comment vous sortez le ballon. Et ils ne vont pas vous laisser sortir le ballon proprement. Donc, quand vous allez voir, l'autre équipe, il sait que le circuit préférentiel, quand le gardien va prendre, il va donner à lui, et généralement, c'est tel milieu, le milieu gauche sort, ou le milieu où il rentre, ou en tout cas, on vous suit. Donc, du coup, on connaît déjà votre lecture. Et donc, la tactique aussi est faite en fonction de ça, pour vous empêcher de sortir le ballon. Regardez tous les matchs, on empêche les gens de faire sortir le ballon. Parce que, à ce niveau-là, il faut aussi un peu de créativité. Et là, c'est là où ça appelle à des valeurs, à des qualités individuelles. Vous avez des joueurs qui, de façon intrinsèque, ont des valeurs élevées, ou un niveau assez élevé, ils peuvent se débarrasser du joueur, et puis maintenant, parce que là aussi il y a un danger. Quand tu réussis à te débarrasser du joueur, tu as un boulevard, ça casse les lignes. Tu peux casser encore, donc vous gagnez. Mais c'est aussi prendre des risques. À tout moment, tu ne vas pas vouloir dribbler, parce que si tu perds à ce niveau-là, c'est des zones où il ne faut pas perdre le ballon. Donc ça devient difficile. Donc on comprend un peu la complexité pour faire ressortir, parce que toutes les équipes essaient de ressortir proprement le ballon. Aujourd'hui, on n'est plus dans le football où on prend et puis on dégage. Parce que si vous dégagez, ça va devenir. Donc il faut pouvoir ressortir le ballon, et tout le monde sait, on essaie d'étudier l'adversaire pour voir quel est le circuit qu'il prend. Et par rapport à ça, maintenant, on se projette. Donc ce qui fait que c'est un peu difficile pour certains clubs, pour certains pays du moins. Mais quand vous avez si c'est au niveau international, si c'est au niveau en tout cas comme Liverpool et tout, c'est des joueurs qui ont des qualités vraiment supérieures à la moyenne, qui sont capables de pouvoir, mais dans les pays il n'y a pas ça. Quand vous jouez avec les pays, vous jouez avec les joueurs qui sont à votre disposition. Il y en a qui ont un niveau assez élevé, il y en a qui ont un niveau moyen, donc il faut faire avec. Donc je pense que c'est un peu ça au niveau des étalons, mais qui ont un joueur, les étalons ont la chance d'avoir un joueur comme Edmond Tapsoba, comme il a dit, qui sait pouvoir, qui a une de ces qualités-là, qui est la relance, qui dans une relance peut casser au moins 2 ou 3 lignes. Donc ça c'est déjà un avantage, ou comme Hervé Kofi Kwaku aussi qui peut ressortir. Mais comme il a dit aussi, je pense que c'est des phases qui permettent également à l'équipe de se roder et rentrer en compétition. Le premier match a été difficile face au pays organisateur. Après le deuxième match, vous êtes sous pression. Vous avez obligation de gagner contre une équipe qui a gagné, qui vient dans un avantage, qui a un avantage psychologique plus que vous, parce que sort d'une victoire.
À partir de ce moment, ça devient difficile. Si vous savez que votre survie, vous jouez votre survie, si vous devez partir, c'est le moment de donc, il ne faut pas aussi... il y a une tendance, vous menez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se méfier parce qu'on a vu cette occasion de Julio Tabarez qui peut à tout moment permettre donc à cette équipe-là où tout ça peut aller en vrille, comme il le dit, parce que c'est une jeune équipe. Les gens peuvent, les nerfs peuvent lâcher ou en tout cas peuvent être rapidement pris par le découragement. Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est ce qui fait que, bon, on a l'impression que c'est un peu laborieux. Mais je pense que petit à petit, quand les joueurs vont commencer à prendre confiance, parce que vous avez vu Gustavo Sangaré qui était un peu plus à l'aise, vous avez vu aujourd'hui Blati Touré qui a été l'homme du match, qui s'est senti un peu plus à l'aise, ça veut dire qu'il commence à rentrer dans la compétition, et à partir des quatrième match, s'il y en a, on va voir une autre équipe qui va donner plus de fluidité, et à contrario aussi, il y aura aussi la fatigue. Il faut compter avec la fatigue parce que quand vous jouez, c'est ce 3 matchs que vous jouez, vous devez aussi conserver, vous devez calculer de telle sorte que si je donne tout maintenant, ça veut dire que la récupération va compter. Est-ce que je serai prêt pour le match qui arrive, qui doit être le match le plus important, parce qu'on a besoin de se qualifier. Le match contre l'Éthiopie sera un match de qualification. Or, nous, maintenant, ce n'est plus à nous de faire le jeu. On peut juste contenir l'adversaire sans fournir trop d'efforts, plus qu'il n'en faut. Mais si tactiquement on est en place, on essaie de les contenir en zone, pour ne pas qu'ils soient dangereux. Si de nous choses, après, si on a eu l'occasion de mettre le deuxième but en main, malheureusement, on n'a pas eu l'efficacité pour marquer le deuxième but. Sinon, on avait la place aussi pour marquer le deuxième but. Vous êtes déjà dans la projection pour le prochain match. Vous dites qu'on va un peu favori et tout, on peut gérer les choses, mais on gère les choses avec aussi la manière et puis les hommes qu'il faut. Quand vous regardez le match d'hier, à 1-0 à un moment donné, on a voulu rentrer dans la gestion. Et là, on a été débordé par moments. Heureusement qu'ils n'avaient pas de finisseur. Et ça, il faut le remarquer. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour nous? Oui, mais c'est aussi la prise de risque. On sait qu'en football, quand vous regardez, en football aussi, il faut compter aussi au fait que l'efficacité n'est pas à 100% avec toutes les équipes. Donc aussi, si vous attaquez, vous prenez le risque. Parce que si vous attaquez, même quand votre défense en position, en situation offensive, dès lors que vous perdez le ballon, vous êtes vulnérable. Parce que les joueurs ne sont pas en place, parce que vous partez, vous projetez devant, et dès lors que vous perdez le ballon, c'est les autres qui se projettent. En ce moment, le temps que vous mettez en place, et c'est ça, mais vous êtes obligé d'attaquer. Vous n'avez pas le choix. Ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? C'est que les équipes ont des typologies. Il y a des équipes qui ont un fort potentiel défensif. Vous allez voir qu'ils arrivent à asseoir leur stratégie de jeu sur du contre, parce qu'ils savent que c'est la défense, c'est leur atout majeur. Il y en a qui sont très joueuses, et si vous leur demandez de conserver des avances, ils ne peuvent pas. Le Burkina se situe dans quelle catégorie aujourd'hui, avec évidemment le caractère, on va dire, traditionnel de laquelle nous sommes, avec des jeunes qui sont venus et tout. Est-ce qu'on peut se permettre le luxe de se dire, bon, on n'y va pas fort, on a déjà les 3 quarts en poche, allons prudemment, ou bien il faut jouer crânement ses chances, se dire on met le premier but, le deuxième, et puis après on voit. Oui, c'est vrai que pour le premier match déjà, lorsque le Burkina a la chance d'ouvrir le score, vous avez vu après le Cameroun a hissé le niveau, a monté la pression, et puis bon, finalement le Burkina a concédé l'égalisation. Pour le deuxième match, on ouvre le score encore. Alors, à ce niveau, effectivement, lorsqu'on ouvre le score face à une équipe comme le Cap-Vert, c'est pas pour minimiser l'équipe du Cap-Vert, c'est une belle équipe, parce qu'on a pu voir de très bonnes choses avec cette équipe. Mais en même temps, je me dis que dans la gestion du match, il y a problème. Il y a problème parce que pour moi, Kamou Malo aurait pu dire à ses garçons, au retour surtout des vestiaires, de tout faire pour aller chercher le deuxième but. C'est-à-dire en faisant en sorte qu'on mette vraiment les turbos et tout ce qui est nécessaire pour aller chercher le deuxième but. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu quelques attaques, mais on a eu comme l'impression qu'ils avaient envie de conserver, mais si le deuxième but vient, on va prendre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas franchement joué, n'ont pas vraiment joué. Donc du coup, l'initiative était un peu à l'équipe du Cap-Vert qui nous a vraiment acculés, il faut le reconnaître. Nous, c'était quand même l'expérience
entre griffes de Hervé Kouakou ou Edmond Tapsoba, qui a réussi à annihiler quand même quelques offensives. Je crois que ça allait être très difficile pour le Burkina. Mais dans la gestion du match, moi-même, j'étais là, j'ai dit, je ne comprends pas. Ah oui, non, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais aussi, oui, mais on a une équipe où on peut jouer. On peut jouer parce qu'on a des jeunes fougueux. Tout à fait. Qui veulent aller à la borda, ils veulent tout de suite. Voilà. Mais l'encadrement technique voulait, parce qu'on voyait des gestes de Kamalo du genre, calmer. Poser le jeu. Voilà, il faut même retarder un peu les choses. Les entrées de touche, on ne se presse pas du tout. C'est vrai, ça peut être une forme de gestion, mais pour moi, on pouvait aller chercher le deuxième but. Oui, mais vous savez, vous oubliez, comme on dit, chat échaudé. Voilà. Quand l'eau froide. Tout à fait. Le Burkina qui mène face au Cameroun, qui se fait rattraper et qui se fait coiffer au poteau. À partir de ce moment-là, quand vous êtes dans une situation pareille et que vous menez, votre premier objectif, c'est de dire, la dernière fois, on n'a pas pu conserver le score. Parce qu'à un moment donné, on a voulu aussi se projeter devant et on a encaissé. Cette fois-ci, on mène. On doit pouvoir conserver. C'est pas normal qu'on ne puisse pas conserver le score. Et je pense que là aussi, c'est un peu ça qui a un peu trotté dans sa tête. C'est vrai qu'il a il a une ligne offensive assez fougueuse, avec des jeunes pousses qui ont vraiment envie. Mais quand vous poussez comme ça, c'est le repli défensif qui devient important. Voilà, parce que si vous poussez trop, vous allez amener ces jeunes-là à un repli défensif, à faire le flux et le reflux. À partir du moment où ils font le flux et le reflux, il y a la dimension fatigue qu'il faut prendre en compte. Or, si vous ne gérez pas ce match, vous avez encore un autre match avec, sûrement qu'il a vu l'Éthiopie jouer. Vous voyez que c'est une équipe qui est très athlétique et qui est vivace. Et donc, sûrement que la fraîcheur physique va jouer dans le dernier match. Si vous avez des joueurs qui donnent tout dans ce match, après, s'il n'y a plus d'influx nerveux, par rapport donc au match le plus important, parce que sachant également que l'équipe de Cap-Vert a déjà 3 points, et qu'il y a le titre de meilleur troisième qu'il faut prendre, donc le Cap-Vert s'est dit, même si je n'arrive pas à égaliser contre le Burkina Faso ou autre truc, mais il ne faut pas aussi que j'en prenne beaucoup, parce que après, au décompte final, tout ça aussi peut peser dans la balance. Donc il y a aussi, c'est vrai que le Burkina calcule, mais il y a aussi le Cap-Vert aussi qui calcule. Voilà. Parce que le dernier match, comme j'ai dit, va être un match assez déterminant pour tout le monde. C'est vrai que nous, on parle du Burkina Faso, mais je dis, quand vous regardez d'une façon générale, le football qui a été produit par les pays, à part l'équipe du Nigeria qui a agréablement surpris, moi je ne vois pas une équipe qui a eu un niveau de jeu assez chaud. N'oubliez pas que les préparations étaient tronquées. Voilà, avec la Covid, il faut tenir compte de ça. Vous faites votre plan de jeu avec des joueurs comme Bertrand, parce qu'il est évident que Bertrand a manqué hier. Voilà, il est évident qu'il a manqué hier. Alors, vous avez parlé de la pandémie à coronavirus. Alors, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. La compétition, c'est sur 3-4 semaines. Donc, on fait avec les joueurs en forme du moment. J'ai parlé de la maladie, les étalons qui sont diminués avec des joueurs qui sont testés positifs. Parlez-nous un peu de la gestion du groupe. C'est vrai que, on l'a dit, on a perdu le premier match. Le deuxième match, on arrive à rebondir avec cette victoire-là. Est-ce qu'on arrive à tenir compte de cette réalité et à bien gérer le groupe? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne sais pas comment c'est géré, mais comme on l'a dit, les équipes qui auront la capacité à mieux s'organiser et à créer cette bulle sanitaire là pourront être préservées. Et je vois des gens qui se posent des questions, pourquoi le Cameroun n'a pas de Covid? Tout simplement parce que le Cameroun a pris toutes ces dispositions avant. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher, mais il faut aussi avoir des précautions. Vous devez prendre des précautions. Et c'est des précautions, je dirais, optimum qu'il faut prendre. Parce que ce n'est pas à la légère, parce que tous les joueurs sont susceptibles d'être contaminés. Et je pense que le Burkina en a pris à ses dépens. On a vu, on s'est victimisé par rapport à ça, pour après se reconnaître que nous-mêmes on est fautifs par rapport à la gestion. Parce que nous-mêmes on a laissé des joueurs covidés. À partir du moment où ils ont déjà la maladie pour revenir. Donc il faut créer cette bulle sanitaire là. Voilà. Il faut arriver. On a laissé certains joueurs qui ont le Covid rejoindre le groupe. Oui, avec les autres. Qui étaient restés c'est Abu Dhabi, non? Qui étaient restés à Abu Dhabi. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà contaminés.
Après, il faut pouvoir gérer tout ça. C'est-à-dire que si vous avez cette capacité à créer cette bulle sanitaire et à préserver votre groupe, parce qu'aujourd'hui, c'est scientifique. Voilà, c'est scientifique. Pour éviter la maladie, c'est scientifique. Oui, mais il y a toutes les précautions qu'il faut prendre. Mais maintenant, les équipes qui auront la capacité à pouvoir prendre toutes ces précautions-là, vous allez voir qu'ils auront moins de Covid. Parce que, évidemment, vous jouez, même quand vous gagnez, ou même quand vous jouez, que ce soit dans les vestiaires, ou que ce soit, évitez le contact le moins possible. Évitez d'être en contact avec les gens le moins possible, qui ne sont pas de votre environnement, le moins possible. C'est aussi simple. Bon, ça paraît si simple, mais c'est en même temps aussi compliqué. Voilà pourquoi toutes les équipes qui n'arrivent pas à avoir cela sont touchées, tout ça. Il y a des équipes qui ont eu 9 joueurs, il y en a qui ont eu 3 joueurs. Voilà. Mais là-dessus, Modeste, vous êtes catégorique aussi, hein, c'est scientifique, il n'y a pas de suspicion à avoir. C'est pas possible que la question Covid soit instrumentalisée. Parce qu'il y a beaucoup quand même. Il y a eu ce débat avant le premier match. Beaucoup même estiment qu'on a laissé beaucoup d'énergie dans cette polémique avant de monter sur le terrain. Tout à fait. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent que effectivement les États ont laissé beaucoup d'énergie dans cette affaire de Covid. Vous savez que la Covid, c'est une affaire mondiale et donc ça ne concerne pas que le Burkina. Moi, j'ai appris, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux du genre c'est un complot du Cameroun contre le Burkina. Des autorités du Burkina même sont rentrées dans la danse en disant on va boycotter le match d'ouverture, tout ça. À son temps, moi je dis non, faut pas faire ça. Et personnellement, j'ai parlé avec l'entraîneur adjoint qui devait être sur le banc le lendemain. Je lui ai dit firmez ça, nous, il faut rester concentré. Les joueurs sont covidés, l'entraîneur est covidé, c'est vrai. Il ne faudrait pas que vous rentriez dans ça. Le Sénégal avait plus de joueurs absents que vous. Et qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal avait des joueurs clés, comme son gardien Edouard Mendy, qui joue à Chelsea, comme son défenseur central Koulibaly, qui joue à Naples. C'est des joueurs clés du Sénégal qui ont été covidés. Qui a fait le complot? Il n'y a pas de complot. Nous, on n'a que 5 joueurs. Et l'entraîneur principal et son adjoint. Il faut arrêter de crier au loup. Moi, en fait, le problème, c'est que au Burkina, j'ai comme l'impression qu'on est dans une sorte de victimisation à tout vent. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas chaque fois crier au loup. J'ai vu ça dans le domaine du foot à plusieurs reprises. Oui, voilà, on nous fait la force. C'est parce qu'on n'a personne dans les instances. C'est parce que... Non, il faut arrêter ça. C'est vrai, ça peut arriver. Mais je pense que, véritablement, il faut qu'on se concentre un peu sur nos forces et jouer. Et je crois que le fait même de rester là à trop parler, ça a un peu déconcentré les joueurs parce que les joueurs sont sur les réseaux sociaux. C'est qu'ils voient, oui, on va boycotter un joueur qui se concentre pour un match important face au Cameroun. Et après, il apprend qu'il y a une conférence de presse le lendemain, le ministre doit animer une conférence de presse au Cameroun. Tout ça, bon, ça fait pas joli. Ça fait pas joli et je pense que on a perdu beaucoup d'énergie dans cette affaire de Covid pour se rendre compte après qu'il n'y a absolument rien parce que même Bertrand Traoré, le capitaine, qui est allé en conférence de presse et dire que ouais, on a besoin d'explications parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi jusqu'à 5 joueurs. Ben écoutez, lui-même il a été épinglé. Il a été épinglé, ça veut dire que voilà, il faut prendre les précautions comme Claude l'a dit. Et moi je dis, au niveau des étalons, j'ai vu quelques légèretés et ça c'est pas normal. Lorsque le match est fini face au Cameroun, j'ai vu des personnes étrangères dans le vestiaire en train de faire des selfies. Non, attendez, il faut arrêter ça. Si on veut aller loin, il y a une façon de faire. Et je pense que cette façon de faire-là, c'est pas nouveau. Il y a des grandes équipes comme le Maroc qui font vraiment ce qu'il faut faire pour ne pas vraiment avoir des problèmes. Je pense que c'est comme ça. Oui, même s'ils ont eu, mais au moins il faut minimiser les problèmes. Ah oui. Et j'ai aussi vu à l'intérieur même de l'hôtel des étalons des joueurs sans bavette qui sont là, ils se tapotent. Par exemple, Bertrand, avant qu'il ne soit déclaré positif, il y a une image où on a vu, il était là avec ses amis, et même ceux qui étaient covidés, ceux qu'on estimait covidés, étaient aussi là avec eux, ils n'étaient pas sans bavette, ils n'étaient pas en quarantaine. Vous comprenez? Parce que le Burkina n'avait pas intégré dans sa tête que les tests étaient réels. Donc, on dit qu'ils sont positifs, mais ils ne sont pas en quarantaine. Vous comprenez? Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux. Et puis, bon, après, on verra bien. D'accord. Alors, Claude Romba, vous l'avez dit, les regards sont désormais tournés vers le 3e match. C'est un match décisif. Un match nul
pourrait faire l'affaire des étalons. Comment on doit aborder cette rencontre-là? Jouer avec le frein à main, aller directement avec tout ce que cela comporte comme conséquence, vous l'avez dit. Il y a la jeunesse de l'équipe, on a un bon gardien, on a le patron de la défense, Tapsoba, qui rassure, mais ce n'est pas une assurance tout risque. Comment on doit aborder cette rencontre-là? L'équipe de l'Éthiopie joue. Ça. C'est vrai qu'elle est naïve. On l'a vu, c'est une équipe assez naïve. Et je pense que c'est ce qui a joué contre elle. Parce que lors du premier match, très rapidement, parce que son défenseur central qui prend le carton rouge et qui conditionne un peu le match, ça prouve qu'il n'a pas d'expérience, il était beaucoup naïf pour pouvoir concéder une faute pareille. Ensuite, si vous avez vu contre le Cameroun, il a fallu que son capitaine sorte parce qu'il avait déjà pris un carton jaune et comme il ne se maîtrisait pas, l'entraîneur savait qu'il y avait un risque qu'il prenne un carton rouge. Et donc ils l'ont fait sortir et ça a un peu désastrousé. Donc je pense que on peut compter un peu sur la naïveté de ces gars-là pour évidemment mais ça va pas être un match facile, ça il est évident de savoir, parce que là l'Éthiopie va jouer sa survie, parce que elle se dit que même avec 3 points on peut se qualifier dans cette nouvelle configuration là. Même avec 3 points on peut se qualifier, donc l'Éthiopie va jouer crânement sa chance, et voilà pourquoi j'ai dit le Burkina a quand même bien fait de se préserver et s'attendre véritablement à un match assez je pense que ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas ouvrir. Il faut que le Burkina reste dans la gestion. Voilà. On va rester dans la gestion pour permettre de gagner cette équipe. Mais si on ouvre également pour un jeu assez ouvert, comme on dit, c'est attaque contre-attaque, attaque-défense, ça va être compliqué. Ça va être un match assez ouvert. Moi, je pense qu'il faut gérer, parce que ce n'est pas à nous de faire le jeu face à l'Éthiopie, parce qu'ils aiment jouer, ils aiment manier le ballon, ils aiment jouer, ça c'est leur point fort. On n'a qu'à leur concéder cela, on n'a qu'à essayer de les contenir, et puis maintenant procéder par des contres, et puis mettre le but fatal. Voilà. Alors, on veut savoir aussi l'avis de Modeste là-dessus. comment on y va? Prudemment ou... Non, je pense qu'il faut jouer sur nos propres valeurs, parce que le Burkina a des valeurs. C'est-à-dire qu'on a une équipe où on joue en bloc, avec des gars vraiment assez sérieux derrière. Il faut jouer sur nos propres valeurs. Contrairement à ce que Claude dit, moi je pense qu'il ne faut pas laisser le ballon à l'Éthiopie. Parce que c'est des gens, si vous amusez à laisser le ballon à l'Éthiopie, ça va être difficile. Ils peuvent gagner en confiance. Ah bien sûr, parce qu'ils savent vraiment manier le ballon, ils jouent dans les intervalles, ils font des appels. Alors que nous, on a une défense assez lourde quand même derrière. On a vu contre Cap-Vert hier, où à plusieurs reprises on a failli être surpris. Surtout le côté droit me paraît à tout cas un peu compliqué. Alors que c'était le point fort du Burkina, le côté droit, avec Issa Kaboré, qui a des qualités en tout cas de montée et qui apporte vraiment au niveau de l'attaque. Malheureusement, c'est vrai que le but vient de Issa, mais quand vous prenez l'ensemble de son match, vous allez vous rendre compte que il a été moyen. Sur le plan défensif aussi, il a été moyen, parce que sur son côté, il y a eu beaucoup de balles. Donc je crois qu'il faut jouer sur ses propres valeurs, rester, comme je le dis, bloc médian, voilà, ça tisse, ça joue franchement. Et puis, attaque placée, on a des attaquants qui vont vite. Je pense que ça peut faire moche. Parce que si on laisse des espaces derrière, je pense qu'ils vont s'en donner à cœur joie, parce qu'ils vont très 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 vite. Voilà pourquoi j'ai dit, parce que si vous mettez Issa Kaboré à droite et peut-être Steve Yago qui va mettre, si effectivement ces joueurs-là montent beaucoup pour aller apporter le surnombre devant, ça veut dire que derrière on laisse des espaces. Et quand vous voyez ces gars-là qui jouent, moi j'ai vu le match contre le Cameroun, et regardez comment ils ont fatigué le Cameroun, parce qu'ils prenaient les espaces, parce que les Camerounais montaient tellement qu'ils prenaient les espaces dans le dos des Camerounais. C'est parce qu'ils ont été naïfs, ils n'ont pas été efficaces, sinon ils pouvaient mener le Cameroun 1, 2, 3-0. On a vu qu'ils ont raté des occasions nettes. C'est vrai qu'Onana aussi a été extraordinaire par moment, mais j'ai dit c'est la naïveté. Sinon, voilà. C'est pour ça que je dis, je crains un peu. C'est vrai, il faut qu'on joue à nos valeurs. En même temps aussi, la compétition, c'est ça. Ça veut dire une compétition aussi, c'est tes valeurs, mais également aussi calculer aussi en fonction de l'adversaire. Voilà, calculer en fonction de l'adversaire, calculer en fonction de tes forces. Et puis, aujourd'hui, quelle est si vous me demandez au Burkina de jouer selon ses forces et puis aller attaquer et tout, oui, je suis d'accord. Mais la question que j'aime me poser, pourquoi je vais aller les chercher? Tant que c'est eux qui doivent venir me chercher. J'ai des joueurs qui vont très vite dans le couloir.
j'ai Tapsoba Faisal qui est très rapide. J'ai des joueurs qui sont très rapides. Donc je vais les laisser venir et je procède par contre parce que je sais que j'ai des attaquants très rapides qui courent très vite et qui peuvent aller. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Si je suis entraîneur, voilà, je vais compter sur la rapidité de ces joueurs-là pour véritablement aller en contre. D'accord, alors, oui, allez-y. Non, mais c'est carrément un tout autre... Il n'y a pas de souci, on peut parler du niveau général de la CAN. C'est vrai qu'on a décrypté un peu la force des étalons, les 2 premiers matchs. Alors quand on parle du niveau d'ensemble de la CAN, on a comme... c'est comme s'il y a comme un nivellement de valeurs, à part le 4-1 qu'on a vu entre le Cameroun et lors de ce deuxième match-là. L'Égypte a été surpris, le Maroc qu'on attendait a pris une défaite. Votre regard sur le niveau général de la compétition et les valeurs qu'on a, les forces en présence? Non, moi je dis pour le moment c'est la conséquence de l'option qu'on a choisie pour la CAN. C'est une CAN à 24. Voilà. Ce n'est pas une CAN à 16. Donc ça fait que les équipes comme le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, c'est des équipes qui savent que avec sauf cataclysme, sauf chose, ça va être difficile que ces équipes-là n'accèdent pas au second tour, au 8e de finale, parce qu'au moins compter même le meilleur troisième, ça fait parce qu'on prend les 4 meilleurs troisièmes, ça veut dire qu'il n'y a que 2 troisièmes qui vont rester dans le groupe. Voilà, donc la probabilité que ces équipes-là se qualifient, elle est assez grande. Donc ça fait que décide d'aller crescendo en fait. Voilà. Donc ça fait que et puis ça fait plus de matchs. Donc quand tu arrives, tu es taillé pour au moins, c'est combien de matchs déjà pour arriver en finale? C'est 8 matchs ou 9 matchs. Voilà. Donc si tu te tailles pour aller jouer tous ces matchs-là, ça veut dire qu'il faut te préparer à jouer chaque 3 jours. Il faut te préparer à jouer chaque 3 jours pendant 1 mois. Bon, ça demande aussi à ce que tu préserves un peu tes forces et que tu regardes quels sont les matchs. Et évidemment, on essaie de gérer. Vous allez voir ces équipes-là. C'est vrai qu'on voit un peu, ça joue un peu à la baballe, mais qui vont atteindre la vitesse de croisière à partir d'un certain moment. Vous avez vu le Cameroun face au Cap-Vert et face à l'Éthiopie, qui a commencé doucement, l'Éthiopie a marqué et tout ça. Mais après, quand Vincent et Karl Toko Ekambi ont élevé leur niveau, à partir que vous avez vu Karl Toko Ekambi sur pratiquement lui seul sur un geste, il essaie, voilà. Donc ils savent qu'à un moment donné, il va falloir élever le niveau. Et quand ils élèvent le niveau, l'écart devient impressionnant. C'est ce qui a été fait face à l'Éthiopie. Donc je me dis que c'est un peu comme ça. On voit le Cameroun un peu chancelant, qui essaie de choses. Mais vous allez voir, peut-être que c'est le Nigeria qui a commencé très fort là, qui peut à un moment donné s'écrouler. Mais je vois que c'est des équipes qui sont rompues à la compétition, qui connaissent bien la compétition. Mais je pense aussi que pour certaines équipes, il y a eu un peu de condescendance. Quand je prends le premier match de l'Algérie, c'est vers la fin qu'ils se rendent compte que ça risque de se terminer comme ça, cette affaire de score là. Il y a eu aussi quelques condescendances, alors qu'aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Adams qui dit qu'il y a un nivellement vers le haut, parce que les joueurs jouent sans complexe. Ce n'est plus le moment où vous aviez des pays où il y a des composantes qui jouent à des niveaux très élevés européens et tout, et puis vous avez des pays où pour en trouver un seul c'était compliqué. Aujourd'hui, chacun des pays a quand même ses nationaux qui sont un peu dans les mêmes sphères, même si c'est pas au summum, mais qui se croisent par moments dans les championnats et qui n'ont aucun complexe. Donc ça nivelle un peu par le haut, et quand vous prenez d'autres équipes avec de la condescendance, vous finissez forcément par être surpris. Ouais, c'est juste, parce que lorsque vous prenez une équipe comme la Sierra Leone, une très belle équipe, une équipe combative, qu'on avait déjà vu lors des éliminatoires, qui est allé aller faire un match nul de 4 buts partout à Surulere. On sait que ce stade-là est tellement mythique pour le Nigeria, il est difficile d'aller gagner dans ce stade. Et ils étaient menés. 4-0. Ils réussissent à enlever les 4 buts à Surulere, un stade vraiment plein à craquer, et puis bon, avec tout ce que vous savez. Mais ça veut dire qu'effectivement, les équipes s'équivalent. Et par moments, c'est maintenant une question de gestion, et puis une question aussi de coaching, et tout ça. Voilà, c'est la tactique maintenant qui va faire la différence, voilà, à mon avis. Au-delà de la tactique, il faut dire, comme j'ai dit, il y a une organisation qu'il faut mettre en place. Pour aller à une Coupe d'Afrique,
C'est pas un match. Avant, on peut jouer un match aujourd'hui. Pendant les éliminatoires, vous jouez un match aujourd'hui. Vous pouvez aller battre le Nigeria. Le Nigeria peut vous mener 4-0. Vous allez égaliser parce que vous jouez aujourd'hui. Vous attendez 1 mois ou 2 mois pour pouvoir jouer. Mais là, il faut vous préparer à ce que chaque 3 jours, 4 jours, vous devez jouer des matchs de haut niveau. Or, quand vous regardez ces joueurs dont vous parlez là, eux tous ne sont pas forcément titulaires dans ce club en Europe. Donc, il y a la question de la fraîcheur physique qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est un. Ensuite, il y a la tactique qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est 2. Donc, ça fait que, évidemment, si vous avez une équipe qui arrive, qui sait que vous avez une équipe, c'est vrai, vous avez dit que l'Algérie a pris l'équipe de haut, c'est vrai, mais l'Algérie, dans sa tête, vient pour jouer jusqu'à la finale. Et donc, elle va se dire, bon, écoute, je gère mes efforts, et arriver peut-être au 8e de finale, les matchs à élimination directe, je me lance dans la bataille parce que là, je me dis, j'ai cela. C'est vrai qu'il peut avoir le revers de la médaille, parce que vous pouvez être surpris, mais comme je dis, dans cette configuration à 24 là, il serait difficile, très difficile de ne pas voir les grands là-bas. Et comme ils savent ça, à mon avis, voilà. Donc quand tu es préparé pour, quand tu as tout cet environnement là avec toi, évidemment tu vas. Bon, il y a surtout un temps important pour moi pour la CAN. On a des innovations, c'est dans l'air du temps, la VAR. Qui arrive, ça change beaucoup de choses. Donc l'arbitrage, à part peut-être ce qu'on a vu qui est surréaliste avec un match qui est arrêté avant terme, ça à part cela, on a un arbitrage quand même qui pour moi on peut dire qui est quand même assez, plus que passable, mais bon, c'est l'attitude même de nos joueurs relativement à l'arbitrage. J'ai l'impression qu'on a évolué parce que regardez le premier match. Il y a même, avec la VAR, certains joueurs qui n'ont pas accepté certaines décisions. On a vu que ça discutait, ça allait même quelque peu. Moi, j'ai écouté le mot d'avant-match de Kamou Malo. Il a dit, je ne veux pas plusieurs leaders dans l'équipe et arrêtons de parler. Et quand vous regardez le match, on ne se plaignait pas. On siffle, on donne le ballon, on est parti. Parce qu'on était dans notre match. C'est un état d'esprit. Et pour moi, ça, c'est une progression pour la part de nos étalons. Et quand des joueurs commencent à contester, ils ne sont plus dans le match, c'est fini. Tout à fait. Et est-ce que, pour revenir à la question de façon générale, est-ce que la VAR et l'arbitrage, vous le trouvez plus que moyen, acceptable aujourd'hui pour ce qu'on a pour les premiers matchs? Ouais, pour moi, la VAR est venue apporter un plus au niveau donc de l'arbitrage et puis éviter vraiment les erreurs. C'est vrai que par le passé, il y a eu quand même trop de contestations par rapport à un certain nombre de choses. Voilà, il y a eu des buts refusés, des buts au jeu qu'on a accordés, tout ça. Mais avec la VAR, normalement, on ne devrait pas assister à ces choses-là. Même si face à la Côte d'Ivoire, c'est encore voilà, il y a eu une main de Simon Deli dans la surface qui n'a pas été sifflée. Assez remarquable. Voilà, assez remarquable, qui n'a pas été sifflée. Ça fait jaser, ça fait parler un peu. Mais je crois que dans l'ensemble, les arbitres se comportent assez bien. Sauf le cas de Gani Chikazoué, le Zambien. Mais ça aussi, quand même, les informations qui nous parviennent, c'est que le monsieur était un peu souffrant. Il n'était pas en possession de toutes ses facultés, de tous ses moyens. Donc voilà, ce qui fait que il a dû mettre un terme à ce match. Voilà, avant terme, malheureusement. Mais je crois que dans l'ensemble, les arbitres se comportent quand même bien. Celui d'hier contre le Cap-Vert était bien. Celui face au Cameroun était bien. Je pense qu'ils se sont vraiment mis au niveau. Voilà, ils sont mis au niveau et je crois que c'est pas le niveau mondial, on va dire. Ils sont pas au niveau mondial, mais ce qu'on a vu, c'est quand même assez acceptable comme arbitrage. Et en attendant de voir, parce que même en Europe, on se rend compte qu'avec toute la technologie et avec tout ce qu'ils ont comme moyen aussi, il y a parfois des erreurs où même on est assis devant notre écran, on se plaint. Voilà. Maintenant, pour revenir aux étalons, effectivement, tout ça rentre dans le cadre de la mauvaise préparation du match contre le Cameroun. Les joueurs étaient nerveux parce que l'encadrement, les dirigeants ont transmis cette nervosité-là aux joueurs avant même de monter sur la pelouse. Ils avaient le sentiment que le Cameroun venait pour tricher, et qu'eux, on venait pour les brimer. Donc chaque coup de sifflet était vu un peu comme voilà. Donc ils étaient vraiment remontés.
Et chaque fois qu'on sifflait, ils s'énervaient. Je pense que ça a été mal géré. Et comme je l'ai dit, eux-mêmes le savent, les joueurs, l'encadrement, les dirigeants, ils savent qu'ils sont passés à côté de la plaque. Aujourd'hui, ils ne veulent même pas qu'on en parle encore. Donc, ils sont résolument tournés vers autre chose. Mais là-dessus, ça va demander aussi à nos joueurs, je parle des joueurs de façon générale, d'être plus prudents. Quand on regarde avec la VAR, je prends l'exemple du penalty sifflé, le premier penalty concédé au Camerounais. L'arbitre ne siffle pas. C'est la VAR qui lui fait signe. Et quand vous regardez, c'est indiscutable parce que c'est comme le football européen. L'attaquant, il s'arrange pour toucher le ballon, donner l'impression qu'il est dans le contrôle. Lorsque vous venez, même si vous êtes en retard, petite faute, c'est sifflé, même s'il n'est pas face au but. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nos défenseurs, nos joueurs doivent être plus prudents parce qu'avec cette canne, on risque d'avoir beaucoup de pénaltys. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, là, si une action passe, on revient là-dessus. Hein. Voilà, parce qu'il y a des conditions aussi pour revenir c'est sur les buts, les pénaltys et les cartons. Voilà, donc on peut toujours faire appel à la VAR et puis les hors-jeux. Voilà, on peut toujours faire appel à la VAR pour évidemment checker. Et puis bon, après aussi c'est le libre arbitre de l'arbitre. Puisque on a vu le Zambien qui donne ce carton rouge au Malien, on l'appelle là-bas, pour dire bon, faut venir regarder, il regarde, il dit mais je maintiens mon carton rouge. Donc voilà, ça veut dire aussi que c'est un peu ça. Maintenant, c'est vrai que ça il y a polémique. Le deuxième penalty du Burkina, il faut aussi qu'on se dise la vérité. On aurait pu ne pas le siffler, qu'on ne créerait pas au scandale aussi. On siffle aussi qu'on ne crée pas au scandale. Ça, il faut le dire, parce que bon, si l'arbitre estime que déjà, parce que ça veut, c'est une action non maîtrisée par le chose, mais le ballon était déjà parti, ça avait atteint son objectif et tout ça, et le joueur avait déjà chose. Donc l'arbitre peut, évidemment, si je mets dans nos dispositions, peut ne pas siffler, mais s'il le siffle aussi, c'est pas un scandale. Oui, mais ça, il faut le dire. Mais là-dessus, est-ce qu'il aurait pu donner un carton, mais sans pénalty? Parce qu'il y a un engagement fort. Non. Bon, il peut le faire parce que pour l'excès d'engagement, mais s'il le fait, bon. Sans pénalty, je veux dire, c'était possible dans les textes. Ça allait être difficile. Ce n'est pas possible. Dans la surface de réparation, non, dans la surface, ça allait être difficile. Non, mais en même temps aussi, là où je ne comprends pas, et là aussi, je comprends un peu l'attitude des Burkinabés à un moment donné, parce que le coup de coude donné à Abdou Fessar Tapsoba, c'est clair, c'est un rouge. C'est un rouge, on est d'accord. Ngadeu devait prendre le rouge. Ça, c'est inévitable. Voilà, parce qu'il donne un coup de coude au moment où il n'y a pas le ballon, c'est une zone où il n'y a pas de ballon et tout. Voilà, c'est un acte d'anti-jeu flagrant. Et je pense qu'en ce moment, il s'en sort très bien parce que peut-être que c'est ça aussi la baraka du pays organisateur, mais il n'aura pas cette chance deux fois. D'accord. Alors, ça, il le sait. Sur le plan... Maintenant, moi cette canne-là, ce que je remarque aussi, c'est un peu la résilience du peuple camerounais face aux attaques. Parce que avant-hier, il y a eu une attaque, je crois dans la ville qui a le pôle du Mali. Voilà, mais ils ont dans la zone anglophone. Dans la zone anglophone, c'est vrai que les séparatistes avaient déjà menacé de perturber cette compétition. Parce qu'ils estimaient que la CAN, mais vous voyez que c'est bien géré, même en communication on n'en parle pas beaucoup parce que bon, il faut privilégier le jeu, mais en même temps aussi il faut faire attention quoi. D'accord, alors justement je venais à cette organisation générale de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Cameroun est en train de réussir sa CAN sur le plan organisationnel, surtout qu'il y a eu un débat autour de cette organisation, la tenue ou la non tenue, beaucoup craignaient qu'on se retrouve avec une CAN au rabais. Votre regard là-dessus? Non, je pense que si c'est sur le plan organisation, je ne donne pas ça parce que quand tu regardes, aujourd'hui avec tout ce qu'il y avait eu, je m'attendais véritablement à des pelouses radieuses, à ce qu'on joue vraiment au football, mais on se rend compte que les inquiétudes qui avaient été soulevées par-ci, par-là, sont pratiquement fondées sur la pelouse, parce que c'est ça qui est la matière première. C'est ça qui est la matière première. Après, bon, il y a eu la question, ils sont en train de plus ou moins bien gérer cette question de Covid, même si ça ne permet pas comment dirais-je, mais d'une façon générale, je dis passable, mais on voit que les stades ne sont pas aussi pleins. Parce que même les Camerounais aujourd'hui
Parce que la condition pour pouvoir venir au stade aussi, il faut se vacciner. Voilà. Et ils ne sont pas tous prêts à se vacciner. Donc du coup, vous avez vu même quand le Sénégal... C'est vrai qu'il y a la jauge, mais quand vous avez vu le Cameroun jouer, le stade n'a même pas atteint la jauge parce que bon, il y a beaucoup aussi qui... Voilà, ils sont toujours réticents. Votre regard là-dessus? Oui, sur la question, effectivement, je pense que tout ce que la CAF avait quand même donné comme condition voilà, par rapport au Cameroun, je pense que c'est fondé. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez un peu ce que la Covid fait comme dégâts, comme conséquences au niveau donc, des équipes. Ça pose problème. C'est vrai que pour le moment, la maladie, c'est Omicron, non? Omicron, voilà. Et Omicron, aujourd'hui, n'est pas assez sévère. Omicron, c'est un peu doux par rapport à d'autres variants. Donc, mais je pense que dans l'ensemble, effectivement, il y a problème. Il y a problème parce que les pelouses ne sont pas aussi bonnes. Quand vous regardez la pelouse sur laquelle le Burkina a joué hier, le stade d'Olembe, vous regardez la pelouse, ça s'arrache, hein? Ça s'arrache. Les joueurs même parfois, voilà, vous regardez, vous sentez que y a des débris qui sont un peu sur la pelouse. Tout ça fait pas bien. Aussi au niveau des supporters, il y a des matchs où il y a pratiquement personne au stade. Alors qu'il y a une jauge, hein, voilà, pour essayer de faire venir les gens au stade. Alors que le Cameroun, c'est un pays de foot. Les Camerounais préfèrent vivre la fête du football dans les fan zones. Quand vous partez dans les fan zones, par exemple, vous allez vous rendre compte que c'est bondé de monde, c'est bourré parce que là-bas, les conditions sont remplies. C'est devant quand même une petite bière et puis bon, vous avez l'écran géant et vous avez tout ce qui va avec. Et puis après, à la mi-temps, il y a l'animation, podium, tout ça. Et il n'y a pas l'obligation du test PCR? Non, pas du tout. Pas du tout. Là-bas, on a accès. Voilà, il faut mettre la bavette. Mais ça, c'est pour avoir accès. Sinon, à l'intérieur, voilà. J'ai fait le Chan et j'ai vu un peu dans les fan zones ce qui se passait là-bas. Voilà, donc les Camerounais préfèrent ça. Ils vivent leur match, mais loin des stades. Et je crois que ça aussi, c'était pas vraiment pris en compte par les Camerounais, enfin par l'organisation, qui se disait que bon, les gens allaient venir au stade. Mais les gens préfèrent rester. Voilà. Et je crois qu'à ce niveau, la CAF avait quand même raison. Et ceux qui disaient que non, ils sont un peu sceptiques, avaient quand même raison. Malheureusement, bon, vous savez, quand le débat monte à un certain niveau, tous ceux qui vont aller contre seront considérés comme des anti-africains ou des anti-camerounais, je ne sais pas. Mais à l'époque, effectivement, il fallait quand même être un peu froid dans la réaction, froid dans l'analyse pour comprendre que ce sont des faits réels que les gens dénonçaient. Effectivement, je pense qu'il y a eu un match, je ne me rappelle plus l'équipe, où il n'y avait que 7 remplaçants. Hein. Il n'y avait que 7 remplaçants. Ça veut dire, s'il fait ses 5 remplacements, il va rester 2. Donc, il faut faire très très attention. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'en Europe, on peut reporter. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, le règlement ne l'a pas dit. Je ne l'ai pas vu. Bon, pas que le règlement ne l'a pas dit. Oui. Mais j'ai pas. Parce que ça va être difficile de reporter un match dans ces conditions. On arrive à la demi-finale. On peut jouer. C'est vrai que si vous êtes 7 joueurs peuvent jouer. C'est-à-dire que le règlement dit si tout le monde est covidé, que vous avez 7 joueurs, vous jouez. Ce qui veut dire, autrement dit, si on dit d'appliquer ce règlement-là, si vous avez vos joueurs qui sont covidés, qui n'atteignent pas 7, vous perdez le match par forfait. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ailleurs, par exemple, vous avez vu le championnat, on reporte. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de joueurs qui ont Covid, donc on permet de reporter. Et donc, effectivement, ça aussi, c'est pas que ça peut, ça a un impact sur le niveau d'ensemble. Mais vous avez parlé donc de la première journée, on a vu le Sénégal amputé de presque tous de plusieurs cadres. Il n'est plus le même Sénégal qui va jouer. Il n'y a plus cet automatisme. Donc ça fait effectivement que dans la qualité jeu, il y a un problème. Et bon, on a dit qu'on voulait la CAN, on y va en janvier, on y va, et donc on est en train de la faire. Voilà, à notre corps défendant, avec tout ce qu'il y a comme je dirais, on prend tout comme conséquence et on assume. Alors Claude Rama, c'est vrai qu'avec cette CAN-là, il y a eu également ce débat sur la période, la tenue de la CAN. Il faut jouer en juin, il faut jouer en janvier. Finalement, quand est-ce qu'on pourra trancher et avancer sur ce dossier-là? Je pense que la prochaine CAN aura lieu en juin, à Abidjan, sous la pluie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas qu'on se leurre. Il faut pas. Moi, je suis de ceux qui disent faisons la CAN en juin. Aujourd'hui, si on vous laisse le temps de faire des pelouses, peut-être que la neige peut empêcher de jouer. Mais aujourd'hui, la pluie ne doit pas pouvoir empêcher de jouer.
Parce que la technologie a tellement évolué et que si vous devez construire vos stades, vous devez tenir compte des intempéries. Voilà, non seulement des intempéries, mais du système de drainage. De telle sorte que même quand il pleut, en Europe il pleut beaucoup, en Angleterre il pleut. À Manchester il pleut très souvent. Vous voyez, j'ai vu un match qui a arrêté à Manchester pour cause de pluie. Le système de drainage est tellement bien fait que ça absorbe. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il faut arriver à cette technologie-là. Et que, pour qu'on ait une Coupe d'Afrique de qualité, vous regardez, tous les pays, tous les joueurs, tous les grands joueurs jouent dans les pays européens ou dans les clubs européens qui payent régulièrement les joueurs. Après, ça devient un bras de fer entre le club et tout ça. Même, j'ai dit, même les Européens jouent leur Coupe d'Europe en juin. Ça veut dire qu'à la fin des championnats, eux-mêmes qui payent les joueurs, eux-mêmes qui font là, ils laissent après la fin du championnat pour faire pour eux. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Aujourd'hui, avant, on faisait la Coupe d'Afrique, comme il le disait, la Coupe d'Afrique se faisait. Peut-être que dans ton pays, on t'autorisait à prendre si tu as peut-être que deux joueurs qui évoluent comme on est hors du continent. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, mais pour prendre un joueur qui évolue dans le continent, mais il n'y en a pas. Ils évoluent tous en Europe. Le Sénégal a venu, je ne sais même pas si... Voilà, ils viennent avec des joueurs qui sont tous en Europe. Donc ça pose un problème, il y a un problème d'intérêt, il faut tenir compte de ça. D'accord. Jean Modeste, votre regard là-dessus, il y a même une proposition de ramener la CAN chaque 4 ans. Alors, il y a des débats autour de cette question-là. Moi, je vais vous dire, en fait, je suis pour que la CAN se joue en juin, effectivement, parce qu'il y a des problèmes. Mais je ne souhaite pas que ça soit dicté par des gens qui sont hors du continent, qui pensent qu'eux, ils peuvent nous dire ce qu'on doit faire. Moi, c'est ça qui me dérange. Aux Africains de s'assurer. Oui, bien sûr. Je ne veux pas que ça soit le président de la FIFA qui vient nous dire, faites comme ça. Voilà, ça me dérange. Que ce soit nous, Africains, on s'assoit, on discute, on dit, bon, écoutez les gars, on sait qu'il y a des difficultés réelles liées à nous-mêmes, notre propre football, liées un peu à notre climat, à pas mal de choses, et on décide d'envoyer ça en juin. Mais de toute façon, c'est fait, en fait, c'est sous la pression des clubs européens, sous la pression de la FIFA, sous la pression d'un certain nombre d'acteurs qu'on veut nous amener à jouer en juin. Et ça me dérange. Parce qu'en juin encore, on va trouver des choses à redire. On va nous dire, envoyez finalement la CAN là, peut-être en septembre, où voilà, vous n'allez plus pouvoir jouer chaque 2 ans, jouer chaque 4 ans. Et après, quand ça va passer à 4 ans, on va dire, bon les gars, il faut l'annuler parce que c'est inutile. Il y a déjà une Coupe du Monde qui existe, voilà, donc on va même plus faire une... Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les dirigeants du football africain s'assument. Il faut que les présidents des fédérations s'assument. Vous parlez de chaque 4 ans pour la CAN et chaque 2 ans pour le mondial. C'est une proposition venant de la FIFA, de Gianni Infantino. Mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, il propose que si cette façon de faire la passe, il y a de l'argent pour les fédérations africaines. Ça me dérange parce que je dis, il ne faut pas venir appâter les présidents africains avec de l'argent pour amener à voter des lois. Ça me dérange. Modeste, je ne suis pas totalement d'avis avec toi parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je prône qu'on fasse la CAN chaque 2 ans. Mais en réalité, est-ce que c'est possible? C'est la question aujourd'hui, la CAN a 24. Vous avez besoin de combien de stades? Combien de pays peuvent l'accueillir? Aujourd'hui, non, je viens. Mais, non, je viens. Par exemple, vous prenez un pays comme le Burkina Faso. Vous prenez un pays comme le Burkina Faso. Vous êtes sûr que si le Burkina Faso postule et obtient l'organisation de la CAN, on doit peut-être construire 4 stades ou 5 stades. Vous croyez qu'on peut les construire en 2 ans? Il y a des co-organisations qui sont possibles. Voilà, bien sûr, c'est pas possible. Il y a les infrastructures aéroportuaires qu'il faut. Donc, maintenant, comme tu l'as dit, ça veut dire que si on trouve aujourd'hui, ça veut dire que aller vers les co-organisations de 2, 3 ou 4 pays, comme ce que l'Europe a fait, avec l'euro, avec les pays en coordination, peut-être là, on peut dire, on peut aller chaque pays. Sinon, là où je ne suis pas d'accord avec Claude Romba, c'est que, à la vérité, on se plaint tous de nos infrastructures sportives que nous avons, parce que là-dessus, nous ne sommes pas les mieux nantis. Ce sont les opportunités, justement, pour que les pays daignent accepter de mettre beaucoup plus d'argent dans le sport et faire de l'acquisition d'infrastructures. Sinon, mais en 2 ans, ça va être difficile. Mais s'il faut attendre chaque 4 ans pour le faire. Si le Cameroun avait fait 2 ans, si le Cameroun avait donné en 2 ans, le Cameroun ne serait pas prêt. Non, il y a des co-organisations qui sont possibles. Il faut être aussi humble. C'est-à-dire qu'il faut trouver des justes milieux. Maintenant, s'il faut aller à 4 ans, je suis convaincu que c'est la fin programmée de la CAN qu'on est en train de nous préparer.
Oui. Il n'y a pas de débat. Je suis d'accord avec le juge. Parce que ça les dérange depuis. Oui, le juge a raison parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que... les co-organisations peut-être. Oui, co-organisation, oui, mais on est aussi dans la projection. Actuellement, le pays qui va organiser la CAN 2028, ils sont en train de chercher déjà 28. Déjà. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui est dans la projection. Imaginons, on dit, bon, le Burkina pour la CAN 2028. On a encore combien d'années? 6 ans. En 6 années, on peut quand même trouver les moyens de pouvoir faire des stades. Il y a beaucoup de priorités. Le Cameroun, c'est depuis 2016. Depuis 2016, nous sommes en 2022. Ils ont réussi à faire des stades. En combien d'années? Oui. Et ils n'ont même pas fini. Oui. Mais il y a un autre monde sérieux aussi. Voilà, justement. Voilà, c'est de ça que je parle. Non, Claude, je crois qu'il ne faut pas qu'on mette ça devant. D'accord, c'est aussi cela le tribunal de l'actualité. Beaucoup de contradictions, mais à la fin, des idées et des analyses pour les téléspectateurs, auditeurs de Truth TV et WattFM. En tout cas, merci d'être passé. Aujourd'hui, à la barre du tribunal de l'actualité, nous avons eu 2 journalistes sportifs, Claude Ramba et Jean-Modeste Ouedraogo. Avec eux, on a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations, du comportement général des États et aussi de l'organisation de cette fête du football africain. Merci, juge Va, pour les clés de lecture. Voilà, on a une pensée au juge Bougma qui n'est pas très en forme. Certainement qu'on se retrouvera lundi pour faire le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Manatana, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et WattFM.